Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une identité remarquable dans le jeu politique sénégalais. Dans une autre vie, il était dans le secteur privé, puis il s'est retrouvé directeur de la neige. En ce moment où nous parlons, il est le directeur technique du FONGIP. Abdou Khafor Touré, bonjour. Bonjour, M. Yerim Seck. Vous êtes diplômé de sciences politiques Lille. Dans votre compréhension, c'est quoi la politique? Mais je dois exprimer d'abord le plaisir que j'ai de partager avec vous ce plateau et d'échanger sur différentes questions de l'heure. Vous me posez une question extrêmement difficile parce que la politique, c'est quoi la politique? Dans une autre vie, effectivement, je suis diplômé de sciences politiques et on nous apprend la politique de façon simple, hein, l'art de gérer la société. Je n'étais pas destiné peut-être à faire de la politique. Peut-être que j'ai une déformation, je suis plus analyste, conseiller de l'homme. Mais la politique, c'est l'art de gérer la société. La politique, c'est une dimension large. La gestion de l'intérêt général, la gestion des problèmes de société, des problèmes complexes aujourd'hui, extrêmement complexes. Telle qu'elle se pratique et telle qu'elle est enseignée dans les écoles, ce n'est pas la même chose. Et malheureusement, bon, peut-être que ce n'est pas le thème de notre débat, malheureusement, il n'y a pas suffisamment, à mon goût, de politologues ou de politistes hein, pour analyser, appréhender les faits sociaux, les faits politiques, analyser les politiques publiques de façon scientifique dans notre pays. Ce n'est pas ma vocation, parce que j'ai choisi d'être acteur. Et je ne mélange, on nous a appris en sciences politiques d'être honnête. Et il est important pour l'analyste d'objectiver les faits. Est-ce que j'ai la capacité d'objectiver le fait politique dans notre pays? Parce que j'ai choisi en réalité la casquette de partisan. Mais de façon simple, la politique, c'est l'espace de confrontation des idées de visions, d'opinions différentes. Une forme d'ailleurs, une guerre de façon très civilisée, hein, si on peut dire cela. C'est cela la politique. Est-ce qu'elle est pratiquée comme cela dans notre pays? Voilà, parce que vous avez défini la politique dans le sens noble du terme. Ouais. Aujourd'hui, il y a une composante de la politique qu'on appelle la composante, la politique politicienne, qui est malheureusement l'art le mieux partagé dans notre pays. Quelle est votre analyse de ça? Vous savez, vous avez introduit le sujet en me rappelant un peu bon, ce qu'on enseigne dans les amphis de sciences politiques. Vous savez, ça, c'est l'analyse du fait politique. Aujourd'hui, l'action politique, telle qu'elle se déroule dans notre pays, le regard que nous avons, effectivement, si moi j'essaie d'analyser un peu la politique telle qu'elle se fait sous nos cieux, il y a beaucoup de problèmes. Je peux dire qu'au-delà de la politique, la démocratie sénégalaise, nous sommes dans un pays qui a un processus démocratique achevé. Nous avons notre système démocratique quand même est mature parce que si on prend des indépendances à maintenant, c'est un système démocratique qui a connu deux alternances pacifiques. Il y a les questions fondamentales dans notre démocratie sont réglées. Maintenant, est-ce que les partis politiques, les organisations politiques traditionnelles sont aujourd'hui à la hauteur des enjeux de notre démocratie? C'est ça la question fondamentale. Mais il y a aussi une autre question, c'est que la démocratie politique est achevée. Mais est-ce que la démocratie économique, la démocratie sociale, la démocratie sociologique est assurée? Parce qu'il n'y a pas encore... Mais c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est une démocratie économique. L'enjeu, c'est une démocratie sociale. L'enjeu, c'est une justice sociale, c'est une répartition des services de base, des services sociaux de base, c'est une équité territoriale, une distribution d'une offre des politiques publiques de façon équitable sur toute l'étendue du territoire national. C'est cela les enjeux. Mais en réalité, est-ce que nos partis politiques, maintenant, les organisations politiques traditionnelles sont à la hauteur de ces enjeux-là? C'est là où il y a un problème, où il y a une crise dans tous les partis politiques traditionnels, qu'il y a une évolution de la participation citoyenne, une évolution
des formes de participation partisane. Et je crois que l'une des difficultés de notre pays, à l'heure actuelle, c'est la crise des partis politiques traditionnels, qui, dans leur fonctionnement, il n'y a pas de démocratie. Dans l'offre politique, il n'y a pas pratiquement de débat à l'intérieur des partis ou une offre politique. Et ça, véritablement, alors que les citoyens ont des aspirations, ont des attentes, sont même en avance sur ce qui anime les partis politiques et sur davantage les partis politiques d'opposition. Khafor Touré, on s'achemine vers des élections très importantes en 2019. Oui. Dans une autre vie, vous aviez été du PDS. Oui. Qu'est-ce qui a déterminé votre choix de quitter le PDS pour rejoindre Macky Sall? Ce qui a déterminé mon choix, pour aller très rapidement, moi je pense que nous avons grandi dans le PDS, j'ai appris la politique, tout ce que je sais en politique, à l'intérieur du PDS. Le PDS a une trajectoire dans l'opposition et ensuite au pouvoir, et ensuite dans l'opposition. Mais ce qui a déterminé mon choix, c'est que après la perte du pouvoir en 2012, nous avions décidé de rester et d'essayer de construire l'appareil pour construire une alternative reconquête du pouvoir. Après 2 ou 3 ans, nous avons compris que la vision qui nous animait, le dessin qui nous animait, nous et d'autres amis, n'était pas une vision partagée par le chef historique du PDS, c'est le président Abdoulaye Wade, et parce que moi, la divergence que j'ai, qui m'a poussé à quitter le PDS, c'est que je ne partageais plus l'orientation, je ne partageais pas la perspective du PDS de faire de Karim un candidat et peut-être de destiner l'appareil du PS à la cause de Karim. Maintenant, bon, c'est difficile toujours d'entretenir ce débat parce qu'on va nous rétorquer un certain nombre de choses. Mais je pense que l'histoire du PDS et la trajectoire de Abdoulaye Wade, le rêve, l'idéal qu'il nous a vendu lorsque nous étions à l'Université de Dakar, jeunes, l'idéal de démocratie, je pense qu'au soir de son existence politique, je pense qu'on pouvait garder un PDS fort, un grand parti, permettre l'avenir à ce parti-là en mettant en place des modes démocratiques de dévolution des responsabilités. Ouais, mais il se trouve que le facteur Karim Wade a toujours été là. Il était là au moins 5 ans avant la fin du pouvoir de Wade. Oui, et vous vous êtes tous accommodés de ça. Oui, c'est Est-ce que ça ne légitime pas la thèse selon laquelle nos politiciens transiment vers les prairies marrons parce que c'est là-bas où l'herbe est plus verte? Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat de fond, en réalité, nous, le PDS, je pense que nous étions très attachés au PDS et à ce qui s'y passe jusqu'à présent. C'est un gâchis. La réalité, on n'interroge pas trop ce qui se passe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un gâchis si on analyse en profondeur que le PDS puisse perdre toute sa relève, puisse perdre, on ne peut pas dire un Modou Diagne Fada, un Aliou Sow. Je parle juste de la jeune génération, à partir de Diagne Fada, un Aliou Sow, un Lamine Keita, Abdoulaye Sow, des Fathiam, Khadi Diédhiou, Khafor Touré, j'en passe énormément de jeunes. On ne peut pas dire que tous ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont dans le parti bien avant les années 2000. Je pense qu'ils avaient intégré le PDS pour un idéal. Ils ont un mérite, ils ont des convictions, ils ont des principes. Et c'est parce qu'ils ont des convictions, ils ont des principes, et c'est parce qu'ils ont été des actionnaires de l'alternance en 2000, parce qu'ils se sont battus en 2000, et quand ils se battaient, il n'y avait pas la génération du concret. C'est parce qu'ils se sont battus en 2006 et parce qu'ils connaissent les conditions de la réélection de Wade en 2007 et que tous ces gens que j'ai cités n'ont pas été dans ce que j'appelle la génération du concret entre 2008 et 2012. Et pour la plupart de ces gens-là, même quand ils ont perçu la direction du parti et qu'ils ne partageaient pas cette direction, ont pris le temps, le soin de rester pendant 4 ans, de se battre et d'attendre la sortie de prison de Karim Wade pour se séparer du PDS. Il faut ça, pour l'histoire, il faut retenir ça. Oui, mais là, quand vous avez divorcé d'avec Wade, vous avez commencé une histoire d'amour avec Macky, qui, à mes yeux, est une sorte de symphonie inachevée. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez un facteur personnel intéressant, mais que vous n'êtes pas utilisé par Macky Sall à la hauteur
votre facteur personnel. Honnêtement, je ne vous le dis pas pour vous jeter des fleurs, Oui. mais je pense qu'en termes de communication, en termes même de marketing politique, de packaging tout simplement, vous auriez dû avoir un rôle plus important. Vous n'êtes pas frustré par ça? Qu'est-ce que Macky Sall vous avait promis? Qu'est-ce que Macky Sall vous avait promis pour Non, il ne m'a rien promis. Vous savez, Macky Sall, nous avons, nos relations dépassent la politique. Nous sommes connus dans le PDS. Il a quitté le PDS. Et je dois rappeler que quand le président Macky Sall est arrivé en 2012, il m'a proposé de continuer à la tête de l'ANEJ. C'est moi qui ai demandé à partir de l'ANEJ. Je suis resté 8 mois en fonction. Je suis l'un des derniers à avoir quitté ces fonctions. Parce qu'à l'époque, je ne me voyais pas continuer. Aujourd'hui, c'est parce que nous ne nous retrouvions pas dans le projet d'avenir du PDS. Et ça, c'est une question de principe. Nous, on ne se retrouve pas dans le projet d'avenir du PDS. Et dans l'espace politique, nous n'avons pas renié notre doctrine, qui est une doctrine libérale. Macky Sall étant un libéral, au regard de ce que nous avons partagé par le passé et au regard du fait qu'avec insistance, il nous a lancé un appel et que moi, je me retrouvais personnellement dans ce qu'il faisait et que je n'ai absolument rien négocié et je ne suis pas dans le transactionnel avec le président. Ma conviction, elle est établie que le président est un homme sérieux, je vous ai même entendu une fois le dire, et nous convenons que c'est un homme extrêmement sérieux et que le cap qu'il a tracé à mon goût pour le pays est un bon cap. Je ne dis pas que tout est bon, mais le cap, il est bon. Il y a une vision, il y a un programme et que nous devons le soutenir et pour la stabilité de ce pays. Et puisque nous passons pour un quinquennat, pour la stabilité de ce pays, je crois fondamentalement qu'il ne faut pas ouvrir l'ère des présidents à un mandat. C'est pour cela que j'ai adhéré à la cause du président Sall, mais ce n'est pas pour des strapontés ou des prébendes. D'accord. Donc moi, je pense que ce qui me reviendra de droit, le président connaît ma valeur, ce qui me reviendra de droit, moi je veux conquérir les positions par mérite. D'accord. Est-ce que votre sensibilité démocratique n'est pas heurtée par un certain nombre d'affaires? Est-ce que vous, en tant que diplômé de sciences politiques, qui avez été formé dans un pays démocratique qu'est la France, vous pouvez concevoir qu'à la veille du combat, le président élimine judiciairement tous ses adversaires? Oui. Karim Wade est out, Khalifa Sall va être out. Est-ce que cette succession d'affaires, qui sont autant de procédures de liquidation politique, ne vous gêne pas? Bon, vous savez, je sais que vous êtes un brillant sujet. Nous avons fait une partie de nos humanités en Europe. Et vous savez, et je sais que parce que vous ne nourrissez pas ce complexe, vous savez, au fond, vous connaissez bien le système politique français, il n'est pas aussi démocratique que le nôtre. Vous savez que l'élite française, les modes de dévolution de responsabilité au niveau de l'élite française est fermé. Mais on ne met pas un opposant... En France, on ne met pas un opposant en prison à la veille de l'élection présidentielle. Non, mais vous savez... C'est pas possible là-bas. Non, si. Je vous donne un exemple. Alain Juppé a été éliminé comment? À l'élection présidentielle. Non, par une affaire très concrète. Par une affaire Il se trouve qu'en France, c'est pour ça que je viens au Sénégal. Khalifa Sall n'est même pas encore éliminé parce que son procès est en cours. Mais je pense, moi, fondamentalement, je me limite au fait. Je vais être très factuel sur le dossier Khalifa Sall. Personne ne peut nier qu'il y a des fausses factures. Personne ne peut nier que chaque mois, Khalifa Sall prenait dans les caisses de la mairie de Dakar 30 millions de francs CFA sur la base de fausses factures. À mon sens, pour un homme politique de sa dimension, qui porte des ambitions pour la charge suprême, pour la destinée de ce pays-là, c'est très léger de se faire prendre, de commettre le pareil. Mais en même temps, je pense qu'il est indéniable. On ne peut pas reprocher... Je suis d'accord, mais en même temps aussi, personne ne peut nier que le DG de la Poste a liquidé la Poste. Personne ne peut nier que la transaction autour du pétrole est particulièrement nébuleuse. Personne ne peut nier que tous les rapports de l'OFNAC... Si, on peut nier. Non, attends, tous les rapports de l'OFNAC sont dans les tiroirs. Non. C'est ça le problème. Non, mais ça... il y a une confusion qui est entretenue à dessein. Laquelle? La confusion. Où est le rapport? Vous ne pouvez pas, cher Yérim, sortir un rapport aujourd'hui qui atteste que la Poste, qui décrit la gestion de la Poste. Non, mais il y a un rapport de l'IGE qui montre clairement que le gars a totalement liquidé la Poste. Non. On finit
cet entretien, je vais vous montrer tout de suite un rapport qui montre que le Sirédia en question a totalement pillé la poste. Non, je en n'ai tout cas, pas... il l'a géré d'une manière qui a abouti à Non, une mais vraie ça, catastrophe. c'est ce qu'on dit dans la rue. Je pense que en termes de gouvernance, Donc, les instruments de vous pouvez penser très sérieusement que les brebis galeuses sont nécessairement de l'opposition. Non, dans la sphère du pouvoir, non, je ne suis tout pas... le monde est clean. Non, je ne vous dirai pas cela. Voilà. Je ne vous dirai pas cela. Parce que la responsabilité dans la gestion, elle est individuelle. Je crois que ce qui prouve la culpabilité ou une mauvaise gestion, c'est les rapports produits par les corps de contrôle constitués et dédiés, c'est-à-dire l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, ou bien les rapports, les audits qui sont effectués annuellement par l'ARMP. À ce titre, je pense nécessairement que s'il y a des fautes avérées, les auteurs doivent être sanctionnés. On va avancer. D'abord, on s'achemine vers une élection lourde de péril pour votre nouveau camp politique. Oui. Cette élection est d'autant plus ouverte qu'il y a 2 millions de primo-votants. Oui. Vous êtes politologue. Oui. Vous savez que partout dans le monde, les primo-votants votent contre le pouvoir. Oui. Ça, c'est presque une règle en sciences politiques. Donc, on va vers des élections particulièrement risquées pour votre leader politique actuel, Macky Sall. Oui. Que lui auriez-vous conseillé dans ce contexte actuel? Non, mais vous savez, bon, je ne vais pas revendiquer le statut de politologue. Je ne le revendique pas. Je pense qu'il ne faut pas dire que les primo-votants votent essentiellement contre le pouvoir. Nous avons la chance d'avoir au Sénégal un président jeune, d'avoir une population jeune, d'avoir un président qui accorde une grande importance. Son souci quotidien, quand je discute avec le président des questions de jeunesse, je sais qu'il y a une préoccupation sur les questions aujourd'hui et qui comprend les enjeux. Parce que nous sommes 15 à 17 millions de personnes, 55% pratiquement de notre population a moins de 25 ans, ce qui fait beaucoup. Et les besoins sont énormes en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'apprentissage, en termes d'insertion, en termes d'emploi. Énorme. Et le président est en train de faire énormément de choses dans sa politique de jeunesse. Dans la politique d'éducation, aujourd'hui les efforts qui sont faits, je ne vais pas les énumérer, en termes de couverture du pays, en lycée, en collège, en école primaire. Ce qui est fait au niveau de l'enseignement supérieur. Ce qui est fait au niveau de l'insertion des jeunes. Vous savez, moi j'ai été pendant 7 ans directeur général de l'Agence pour l'emploi des jeunes. Ce que je gérais en portefeuille de projets et programmes jusqu'en 2012, c'était à peu près 9 milliards. Aujourd'hui, il y a plus de 100 milliards investis dans le secteur de la jeunesse, de l'insertion et de l'emploi. Quand vous prenez ces 35 milliards qui sont au niveau du PRODAC, quand vous prenez les 45 milliards du fonds islamique, quand vous prenez aujourd'hui les 30 milliards qui sont au niveau de la délégation pour l'entrepreneuriat, vous avez à peu près plus de 100 milliards en termes d'efforts sur le budget national et de contribution des bailleurs pour impacter durablement sur la demande d'emploi des jeunes. C'est cet impact qui tarde à se faire sentir. Non, mais elle va se faire sentir. Si vous savez ce qu'il faut saluer c'est l'effort conséquent sur le budget de l'État en 2018, plus de 120 milliards pour satisfaire la question, impacter positivement et de façon pour que les jeunes sentent cela. Il y a cette volonté politique, il y a cet effort sur le budget national pour régler la question de l'insertion des jeunes, régler la question de l'éducation des jeunes, régler la question de la formation des jeunes. Je pense que la jeunesse sénégalaise, les primo-votants, aujourd'hui, se voient offrir un certain nombre de services, un certain nombre d'opportunités dans leur pays. La question de la jeunesse, ce n'est pas une question qu'il faut politiser. Maintenant, là, il y a une chose importante que je voulais soulever. Parce que vous savez, on est dans une société de plus en plus démocratique, oui, avec une opinion de plus en plus éclatée. Oui. Aujourd'hui, il y a une offre politique qui tourne autour de... Enfin, si Khalifa Sall est out, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et quelques autres. Je pense qu'il ne faut pas s'y tromper. Si Karim Wade est out, le PDS aura un autre candidat. Est-ce que vous pensez possible
qu'un candidat gagne dès le premier tour. Mais vous savez, cher, vous êtes en train de faire de l'histoire. Moi, je vais être factuel. Aujourd'hui, la conviction que j'ai, vous savez, et qui est basée sur une étude de la réalité sociologique, mais la réalité aussi des résultats électoraux, aussi bien au niveau des législatives, aussi bien au niveau du référendum que des locales de 2014, il y a une évolution croissante de l'électorat du président de la République. Ah oui? Et oui, le président s'est retrouvé avec 1 500 000 voix, 1 650 000 voix au camp présidentiel, 1 650 000 voix au niveau des élections législatives. Vous savez, l'opposition n'a pas réussi, toutes les voix de l'opposition cumulées, à dépasser 1 million de voix depuis 2012. Donc moi, si je me fie à ces résultats-là, je n'ai pas de crainte pour le président Macky Sall. Je crois que le bilan est bon, il a un projet, le Sénégal avance, tous les indicateurs en tout cas avancent, tous les indicateurs sont au vert, il y a une amélioration aujourd'hui du cadre macroéconomique, nous avons un taux de croissance favorable, nous avons des projets, il y a une équité territoriale, il y a un programme de rattrapage sur le PUMA, sur le PUDC, il y a des investissements sur des investissements lourds avec le TER, avec le Ila Touba, il y a une volonté de redistribution sociale avec et ça, c'est une première, avec la couverture médicale universelle, les bourses de sécurité familiale. Si tout ce que vous dites est vrai, pourquoi Macky Sall a-t-il si peur? Non, mais Macky Sall, non, mais ça c'est une construction de l'esprit. Si ce que vous dites, si la réalité est si rose, oui, pourquoi éprouve-t-il la nécessité de mettre ses adversaires les plus dangereux en prison? Non, mais cher, ça c'est une construction de l'esprit. Le président n'a pas peur. Et ce n'est pas le président qui met en prison. Je pense que Karim, on ne peut pas dire qu'on l'a écarté. Le dossier judiciaire de Karim a démarré en 2014. En 2013, Karim a été condamné depuis 2015. On ne peut pas dire que Karim est une menace pour le président. Qu'on l'a écarté, qu'on a écarté un candidat. Bon, on a fait de Karim Wade un candidat à 3 jours de son procès. On ne peut pas, je ne peux pas accepter, cher, vous êtes un champ de la bonne gouvernance. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que Khalifa Sall, il n'y a pas de fausse facture à la mairie de Dakar. Il a commis une faute. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Khalifa Sall est en prison, Khalifa Sall est en procès pour escroquerie sur deniers publics, pour faux et usage de faux, et parce que c'est un candidat sérieux. C'est une construction de l'esprit qui ne tient pas. Et je pense qu'il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit exigeant pour tous les hommes politiques de ce pays-là. Lorsqu'on porte des ambitions, on doit être irréprochable. Très bien. Maintenant, Raphaël, il se trouve que, bon, on a partagé une histoire commune parce qu'on a fait nos études supérieures en France, etc. On a évolué dans un autre système que celui qui existe ici. Mais moi, à différence de vous, je ne suis pas satisfait de ce qui se passe au Sénégal. Oui. Il y a des pays comme le Rwanda, des pays comme l'Angola, oui, des pays comme même le Cap-Vert, oui, le Ghana, oui, qui ont explosé, qui ont avancé, comme l'Éthiopie, etc. oui. Mais pourquoi le Sénégal n'avance pas? Mais non, mais cher. Quel est le problème? Mais cher, parce que je sais que intimement, vous êtes d'un bord politique, oui, mais je suis certain oui, que, ne serait-ce parce que vous savez, le progrès de ce pays, c'est une sorte de défi des générations pour nous. On a eu la chance de faire de grandes écoles, n'est-ce pas? De grandes écoles internationales en Europe, d'où sont sortis des gens qui aujourd'hui, des Européens qui aujourd'hui sont à la tête de leur pays et font avancer les choses. oui. Mais chez nous, ça ne marche pas. C'est ça la réalité. Non, est-ce que vous n'êtes pas intimement affecté par cette réalité? Au-delà de tous les calculs politiciens que vous pouvez avoir. Non, je vais vous parler honnêtement. Je peux comprendre que vous soyez exigeant, parce que c'est normal, vous êtes ambitieux. Mais je ne peux pas être d'accord avec vous sur l'affirmation que le pays n'avance pas. Cher, le pays avance. Dans quel domaine? Cher, le pays avance. En 2000, on était à 500 milliards de budget. En 2012, on était à 2200 milliards de budget. En 2018, on est à
pratiquement 3600 milliards de budget. Dont une ardoise de la dette aujourd'hui, plus de 1000 milliards. Non, cher, le pays avance. Aujourd'hui, notre pays investit, finance son développement, investit à travers sur le budget pratiquement 900 milliards par an sur le budget national. Cher, aujourd'hui, nous avons sur le plan des agrégats économiques, pendant 4 ans, 4 années successives, un taux de croissance au-dessus de 6%. Nous avons doublé ces 5 dernières années au niveau de l'agriculture, la production céréalière. Quelqu'un m'a dit que Nous tendons vers l'autosuffisance alimentaire. Cher, aujourd'hui nous sommes à 1 million de tonnes de riz produits. On était à 400 000 en 2012. Vous ne pouvez pas dire avec tous ces indicateurs que le pays n'avance pas. Le pays avance. Nous avons quitté un taux de croissance de 1,6, 1,8 à 7%. Nous sommes sur une pente ascendante et nous arrivons à nous maintenir. Donc, le pays avance. Est-ce que le pays avance suffisamment à notre goût? Est-ce que la pauvreté diminue dans notre pays? Elle diminue. Est-ce qu'elle diminue suffisamment? Là, la question peut se poser. Il y a des difficultés dans le pays. Il y a des Sénégalais qui ont encore faim. Il y a des Sénégalais qui ont envie d'une éducation de qualité. Il y a des Sénégalais qui ont besoin d'un emploi. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il y a des jeunes qui n'ont pas de formation. Il y a des problèmes et des difficultés dans le pays. C'est indéniable. Mais aller jusqu'à dire que le pays n'avance pas, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Mais vous savez, la croissance, ça ne se mange pas. Oui. Vous savez, l'école n'enseigne plus, la santé est malade, n'est-ce pas? C'est ça la réalité. Mais ça, c'est une affirmation gratuite. Bon. Vous ne pouvez pas faire ces affirmations. Les enseignants et les médecins sont en grève 10 mois sur 12. Non, mais sur quoi vous vous basez? Non, on a eu une stabilité sur le front social de 2-3 ans. Il commence à y avoir des agitations et c'est normal. Parce qu'on est dans une année préélectorale. C'est normal qu'il y ait une année de surenchère. Donc il n'y a pas de problème, quoi. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Cher, je ne peux pas être sérieux en vous disant qu'il n'y a pas de problème dans le pays. Mais est-ce que aujourd'hui, cher, vous pouvez nier, parce que pour moi c'est une révolution, quel que soit le bord où on se situe, qu'aujourd'hui sur le budget national du Sénégal, il y a 30 milliards qui sont distribués à des familles qui sont dans le besoin, qui sont dans la pauvreté, qui touchent à l'argent public à travers les bourses de sécurité familiale. Il y a 300 à 400 000 familles qui bénéficient de cette enveloppe de 30 milliards. Personne ne peut nier cela. Je vais vous dire pourquoi moi je suis déçu par Macky Sall. Oui. C'est quelqu'un que je connais bien. C'est quelqu'un avec qui, à un moment donné, j'ai beaucoup discuté. Je pensais qu'une fois au pouvoir, il aurait fait comme tous ceux qui sont arrivés au pouvoir à son âge ont fait. Je peux vous citer Kikwete en Tanzanie. Vous citez Kagame au Rwanda. Bref, tous ceux qui sont arrivés au pouvoir au même âge que Macky Sall ont totalement révolutionné leur pays. Ils ont fait toutes les réformes structurelles imposées par la situation. Et là-bas, c'est de vrais résultats. C'est-à-dire que le pays a fondamentalement changé. Au Sénégal, c'est loin d'être le cas. Macky Sall n'a pas fait, encore une fois, les vraies réformes structurelles qu'aurait exigé le pays. Voilà pourquoi. La réforme, par exemple, agricole. Non, si. Est-ce que vous pouvez comprendre que jusqu'au moment où je vous parle, le pays importe pour plus de 100 milliards de riz par année? Oui, est-ce que ça ne vous choque pas, vous? Non, mais... Moi, ça me choque. Non, mais, cher... Ah non, moi j'ai un vrai problème par rapport à ça. Oui, mais je vais vous dire, est-ce que ce que vous dites, je vous reprends le même argument. Le Sénégal, aujourd'hui, en 2012, importait presque 1 million de tonnes de riz par an. Aujourd'hui, le Sénégal importe la moitié. Pratiquement, et à 400 000, plus de 400 000. Le Sénégal produisait 400 000 tonnes de riz par an. Aujourd'hui, on est presque à 1 million de tonnes. En 5 ans, 6 ans, il y a un effort considérable. On ne peut pas, Rome ne s'est pas fait en un jour. Je pense qu'on ne peut pas comparer le contexte du Rwanda avec le contexte sénégalais. Le Rwanda sortait d'une guerre civile, d'une situation extrêmement difficile et complexe. Le Rwanda n'est pas un système démocratique comme le Sénégal. Vous pouvez être d'accord avec moi.
Vous pouvez être d'accord que le Sénégal Ça est beaucoup plus démocratique que le Rwanda. Ça n'a rien à voir avec la gestion économique. Et aujourd'hui, même sur le plan des agrégats macroéconomiques, sur le plan des performances économiques, sur le plan des politiques publiques qui sont conduites, nous n'avons rien à envier au Rwanda. Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a une révolution structurelle. Aujourd'hui, il y a une vision. Nous avons le plan Sénégal émergent qui est une vision long terme, 20 ans. Je vais poser le problème autrement. Oui. Si Macky Sall gagne, Oui. qu'est-ce qu'il doit faire pour le pays, à votre avis? Mais analysez la situation au-delà du prisme du politicien. Non, mais je n'analyse pas. Qu'est-ce qu'il doit faire mais pour je le ne peux pays? pas être d'accord avec vous quand vous dites que le pays n'avance pas. Cher, le pays avance. Je pourrais vous faire une démonstration ici pendant 1 heure sur les aspects sur lesquels le pays avance. Sur tous les indicateurs que vous Macky prenez. Sall, s'il gagne, qu'est-ce qu'il doit faire pour le pays? Maintenant, Macky Sall est sur une bonne trajectoire. Et la trajectoire, parce qu'il n'y a aucune offre alternative aujourd'hui qui s'est dégagée. Aucune offre alternative. Vous m'avez cité tout à l'heure des leaders politiques, mais il n'y en a aucun qui a un appareil politique ou qui a une offre politique. Aujourd'hui, moi je trouve que le président a un bon programme, le président a fait des réalisations et que le cap qu'il a tracé pour le pays là est le meilleur cap. Il y a un projet d'espérance, il y a de l'espoir avec Macky Sall. Maintenant, dans son action, il y a quelques difficultés. Je crois qu'il faut renforcer ce qui est fait pour la jeunesse, pour l'éducation des jeunes, parce que moi je suis très attaché à cette question-là, parce que c'est la question qui va structurer l'avenir de notre pays. Il faut beaucoup d'efforts pour la formation des jeunes, pour l'éducation des jeunes, pour l'emploi des jeunes. Il faut sur le plan purement politique que le président, il a lancé maintes fois l'appel, mais il faut qu'il s'entoure des meilleurs Sénégalais, de tous les talents sénégalais. C'est vrai. À ce niveau, est-ce que vous reconnaissez un peu la faiblesse de la matière grise autour de lui, de ce point de vue? Pas de la matière grise autour de lui. Je considère, et c'est sur ce point que je peux être d'accord avec vous, l'APR est un parti qui est arrivé très vite au pouvoir et un parti très jeune. Le président n'a pas, effectivement, suffisamment de ressources humaines politiques dans son camp qui peuvent porter le régime. Et je pense qu'à ce niveau-là, le président est arrivé au pouvoir. Mais ça, c'est tous les partis d'opposition qui arrivent au pouvoir. Ils arrivent avec des gens qui ont une légitimité dans le combat et qui arrivent au pouvoir et qui peut-être n'ont pas le niveau de la gestion du pouvoir. Et ça, c'est une difficulté politique. Il y a beaucoup de gens au niveau du pouvoir qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Je pense que le président doit effectivement, bon, maintenant, il est lié, ces gens-là ont une légitimité par le combat, une légitimité par le titre d'ancien combattant. Mais vous savez, le pouvoir, on ne peut pas gérer cela simplement avec le titre d'ancien combattant. Il faut d'autres formes de légitimité. Il faut une légitimité au niveau de la compétence, il faut une légitimité au niveau, en tout cas, de l'expérience ou des parchemins. Je pense que le président doit davantage s'ouvrir aux Sénégalais, mais davantage aussi responsabiliser, regarder ceux qui exercent certaines responsabilités, parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a une insatisfaction des Sénégalais par rapport à certaines personnes qui occupent un certain nombre de positions. Ça, aujourd'hui, nous avons une population jeune, une population diplômée, des Sénégalais, au niveau de diplôme extrêmement élevé. Et donc, cette jeunesse-là, vous ne pouvez pas leur offrir, en fait, comme miroir, un certain nombre de responsables. C'est clair. Donc, sans transition. Ça, sur ce point, je pense qu'il y a des corrections à apporter dans le management, dans le choix des hommes. Sans transition, on va, pour terminer l'émission, balayer quelques thèmes d'actualité, comme la Casamance. Oui. À votre avis, quelle est la solution à cette interminable crise? C'est compliqué. J'ai vu votre réaction. Mais je pense qu'il faut allier les deux. La fermeté, mais aussi le dialogue et la concertation. Mais la fermeté contre le banditisme armé. Hier s'est achevé le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle orientation de Kagame? Historique. On n'en parle pas beaucoup malheureusement depuis hier. Je m'intéresse à ces questions-là. Je pense que le 30e sommet ordinaire de l'Union africaine, historique dans ses conclusions, pour les deux décisions, qui créent
la ZLEC, la zone de libre-échange commercial, toute l'Afrique. Décision historique. Deuxième décision historique qui ouvre aujourd'hui, qui libéralise l'espace aérien africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque compagnie africaine peut circuler librement à travers l'espace aérien. Je pense que c'est un pas extrêmement important vers l'intégration africaine. Ça donne une force au continent dans les négociations, que ce soit la ZLEC, que ce soit la libéralisation du transport aérien. Maintenant, autre décision aussi, je pense, qui est extrêmement importante, qui est une révolution aussi, c'est l'institution de la taxe de 0,2% sur les importations hors Union africaine, ce qui sont les importations en Afrique. Je pense que c'est extrêmement important, qui est destiné au financement de l'Union africaine. Il est inacceptable si nous voulons donner la dignité à nos États, la dignité à l'Union africaine, la dignité aux États africains de peser et de faire porter leur poids sur la scène internationale, que l'Union africaine soit financée par la Chine, qui paye commande. Je pense que ça, c'est vraiment des décisions courageuses. Le 1er février, Macron va commencer une visite de 3 jours au Sénégal. Voilà 56 ans que nous coopérons avec la France sans grand résultat. Est-ce qu'il faut continuer à s'enfermer dans le protectorat français comme l'a fait Macky Sall, ou est-ce qu'il faut s'ouvrir au reste du monde? Non, vous êtes dans la provocation, cher. On ne s'enferme pas, on n'est pas on n'est pas sous protectorat français. Je pense que aujourd'hui, le président est un homme de son temps. Il y a une diversification et une ouverture de notre pays vers le monde entier, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit le monde arabe ou l'Union européenne de façon générale. C'est vrai, nous avons des relations particulières avec la France. Vous savez, nous sommes un peuple décomplexé. Le président est décomplexé. On ne peut pas, parfois on caricature, c'est une façon de faire mal et de caricaturer. Mais la relation avec la France est une relation séculaire. Je pense que ce qui se passe au Sénégal, et on n'en a pas assez communiqué aussi, c'est un forum mondial sur l'éducation. Le président français vient ici pour co-présider avec le président Macky Sall le forum mondial sur l'éducation, qui est un événement extrêmement important, parce qu'il s'agit de lever des fonds pour financer l'éducation en Afrique. Dernière question, M. Touré. Vous avez créé un think tank, un club de réflexion sur les problèmes du Sénégal. Pourquoi ce club? Et quel est l'objectif stratégique que vous visez? Ou est-ce un simple instrument d'ascension vers le pouvoir? Non, ce n'est pas un instrument. Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'avoir passé une partie de ma jeunesse en Europe. Et je réfléchis, moi, je me projette toujours sur demain. C'est parti d'un constat avec des amis d'ici et d'ailleurs sur le fait qu'il n'y avait plus d'espace de débat dans les partis politiques. Il y a, à part le pouvoir, il n'y a pas dans les partis d'opposition, il n'y a presque pas d'espace de débat ou de mouvement de cadre et autres. Et qu'aujourd'hui, le débat au Sénégal tourne autour des questions électorales. Et nous pensons que ces questions électorales sont dépassées. Et nous voulons simplement créer un espace transpartisan qui regroupe des gens dans le think tank. Dans le club, il y a des gens qui sont de l'opposition, qui sont du pouvoir. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un club de réflexion pour le pouvoir. C'est un club de réflexion où on agite toutes les questions. C'est un espace de confrontation d'idées, mais de production d'idées pour avoir une réflexion utile sur le pays et projeter le pays demain. Tout à l'heure, on parlait des questions d'éducation. Cher, il faut qu'on se dise d'ici l'horizon 2030 et même 2050, il y aura 600 millions de jeunes africains de moins de 25 ans. Pratiquement 50% de la population mondiale de moins de 25 ans se retrouvera en Afrique. Nous serons à peu près 30 millions de Sénégalais. Il y aura plus de 15 millions qui seront des jeunes de moins de 25 ans. Et ça, c'est dans 15-20 ans. C'est dans 20 ans. Est-ce qu'on est en train de réfléchir quelle est la carte scolaire, combien de lycées il faudra construire d'ici 15 ans pour absorber tous ces jeunes-là qui doivent être obligatoirement scolarisés?
combien d'écoles primaires, combien d'universités, quelle sera la carte universitaire de notre pays dans 15 ans, comment il faut structurer notre économie pour permettre d'absorber toute cette population juvénile. Aujourd'hui, il se passe un drame dans le désert, dans le Sahara. Il y a des jeunes africains qui meurent, Maliens, Sénégalais, Gambiens, qui meurent, des milliers de jeunes, dans l'indifférence totale. Est-ce que nous devons, pour nous, ce sont là les questions fondamentales. Justement. Et les questions qu'il faut agiter et dont il faut débattre et qui ne sont pas suffisamment débattues. Non, c'est des problématiques fondamentales. Gouverner, c'est prévoir. Voilà. Mesdames et messieurs, j'ai eu le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Khafor Touré, avec qui on a parcouru l'actualité nationale et internationale. Voilà, on vous l'avait promis, Guérim Post est un espace démocratique, un espace d'échange d'idées sur l'avenir de ce pays et au-delà de l'Afrique. À bientôt, si Dieu, le maître des jours à venir, le veut bien.